J'ouvre le second débat de ce Sens Public comme promis. Je reçois dans un instant 3 journalistes européens correspondants à Paris. L'instabilité politique française vue d'Italie, d'Angleterre et du Portugal. Mais d'abord, les réactions de nos alliés à la défaite du Rassemblement national. On y revient, c'est le soulagement qui domine. Samia de Chir. Dimanche, l'Europe avait les yeux tournés vers la France. Après l'Italie et la Hongrie, la deuxième économie du continent allait-elle basculer à son tour aux mains de l'extrême droite ? À l'annonce des résultats, la défaite du Rassemblement national semblait réjouir les Londoniens. C'est un soulagement immense. J'en suis très heureuse et j'espère qu'elle ne gagnera jamais. Bonne chance à la France. J'espère qu'ils trouveront une façon de continuer et ne laisseront pas ces gens monter au pouvoir, car cela serait dangereux non seulement pour la France, mais aussi pour nous tous, pour toute l'Europe. Même réaction outre-Rhin, où le chancelier Olaf Scholz a exprimé son soulagement au nom du gouvernement allemand. Maintenant, nous espérons que le président, mais aussi les députés élus, parviendront à former un gouvernement constructif. En tout cas, je me réjouis aussi pour l'amitié franco-allemande si importante. Je me réjouis également de la bonne relation personnelle que j'ai avec le président français. Outre-Atlantique, Joe Biden s'est également félicité de voir l'extrême droite française échouer aux portes du pouvoir. La France a rejeté l'extrémisme, les démocrates le rejetteront aussi, promet le président américain, qui voit dans le scénario français une raison de croire à sa propre victoire face à Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain. L'instabilité française vue d'Europe, c'est ce que je vous propose avec Ana Navarro Pedro. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes correspondante de la presse portugaise à Paris. Philippe Turlet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Daniele Zappala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le correspondant italien du quotidien Avenir et docteur en géopolitique. Évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Allez, on va essayer de sourire un peu. Je commence par ce tuto plein d'humour, normal, et il vient de Belgique. Quelques conseils pour réussir une coalition donnée par Bernard de Monti, le chef du service politique du quotidien Le Soir. Bienvenue au club des pays qui doivent ramener à la table énormément de points de vue divergents. Je pense que le premier conseil, c'est sans doute de rester zen. Je pense que ce ne sera pas inutile dans les circonstances actuelles. Ça peut amener un deuxième point, c'est de prendre le temps. Alors soyez rassurés, si ça fonctionne en Belgique, gardez votre calme surtout. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas de gouvernement dans la semaine, dans le mois, voire même dans plusieurs mois, un pays est nécessairement au bord de la faillite. Il y a énormément aussi de noms d'oiseaux qui s'échangent dans les coalitions. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois des grosses tensions, parfois des chutes de gouvernement. Mais avec le temps, ça fonctionne. Ana Navarro Pedro, le Portugal est aussi un pays de coalition. Est-ce que vous voyez les forces politiques françaises répondre à la demande d'Emmanuel Macron et réussir à former une large coalition républicaine ? Écoutez, on parlera d'Emmanuel Macron après, mais déjà, il y a quelques années, 2022, pour l'élection présidentielle, législatives qui s'en suivent ici, sur ce même plateau et sur d'autres, nous étrangers, vous disions, mais peut-être que finalement vous allez apprendre la démocratie parlementaire en France. Peut-être que ça va bien marcher, surtout après les législatives. Oui. Maintenant, vous saurez apprendre l'art du compromis. Et bien 2 ans après, on en est là. Donc, je suis peut-être un peu moins optimiste que le cher confrère pour ce côté-là. Pour Emmanuel Macron, qui demande à tout le monde de faire une coalition, de penser au programme et pas aux personnes, c'est quand même extraordinaire de voir le président qui a amené ce pays au carnage avec une dissolution tellement rapide, inattendue à ce moment-là, peut-être à l'automne, mais à ce moment-là, et qui laisse ce pays dans un état de division encore plus grand qu'avant, dans l'incertitude, dans l'incertitude politique et dans l'incertitude financière, à cause du budget et de la situation financière de la France, c'est quand même un peu extraordinaire de le voir tout d'un coup se présenter au-dessus de la mêlée. Alors on va relire ce que Emmanuel Macron propose dans cette lettre française. Il appelle l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. Et puis un peu plus loin, il nous dit Emmanuel Macron, cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes, comme le veut la tradition républicaine. Philippe Turlet, est-ce que d'une certaine façon, Emmanuel Macron
veut garder la main, tout simplement. Est-ce que c'est pas ça l'explication de cette lettre? Je pense qu'il n'a pas trop le choix. Quoi. Il n'a pas trop le choix, parce qu'il est président de la République, et il est dans une position extrêmement inconfortable, où personne ne sait exactement ce qui va se passer. Je pense que lui non plus ne sait pas ce qui va se passer. Donc il a quand même des obligations vis-à-vis de la France, de l'image de la France, la protection de la France à l'étranger, des décisions majeures concernant la guerre en Ukraine et autres, face à une situation en France qui complètement chamboule incertaine et qui est son fait à lui. Donc c'est ça que les Britanniques, d'un certain point de vue, quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a plusieurs réactions. La première, c'est un ouf, mais unanime partout, que Marine Le Pen et le Rassemblement National et Jordan Bardella n'ont pas gagné, qu'on n'a pas de Premier ministre de l'extrême droite. Mais en même temps, l'incertitude, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et est-ce que c'est juste parti en mise pour 2027 où le Rassemblement National viendra au pouvoir? Et dernier point, est-ce que ça peut nous arriver à nous aussi? Parce qu'on a déjà Nigel Farage qui est rentré dans le Parlement pour la première fois après 8 fois, il a essayé de le faire, maintenant c'est le bon. Donc on a laissé c'est le populiste anglais. Hein. On a laissé le loup rentrer dans la bergerie. Bon, il n'est pas au niveau de Marine Le Pen ou le Rassemblement National, mais on garde un œil en disant « Oh, alors on va voir ce qui se passe en France, ça pourrait bien nous arriver, donc il faut que peut-être Keir Starmer, qui est le nouveau Premier ministre, fasse attention à cela pour qu'on ne vive pas le même dilemme qu'Emmanuel Macron dans un certain temps. Vu d'Italie, Daniele Zappala, qu'est-ce qui ressort de du scrutin de dimanche? Le fait que le Rassemblement National ne soit pas au pouvoir, le vote de près des 2/3 des Français finalement contre le RN au pouvoir, ou alors, parce qu'on peut retourner le résultat, le fait que ce soit le premier parti de France en voix et en nombre de députés, malgré tout. Bien sûr, les Italiens ont compris quand même le paradoxe du système majoritaire à la française. Effectivement, les premiers partis, un nombre de voix peut en fait se retrouver finalement comme le grand perdant. Mais en fait, pour revenir à Macron, ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois, c'est qu'il pourrait en fait peut-être passer un coup de fil à son homologue italien, Sergio Mattarella, qui est une figure bien évidemment bien plus en fait dans l'ombre, mais qui devient... Oui, c'est le président, donc c'est le chef de l'État, et on rappelle qu'en Italie, c'est la présidente du Conseil, donc on va dire la première ministre, qui vraiment définit la politique. Tout à fait, mais quand il y a en fait une crise politique, quand vraiment la situation au Parlement devient en fait ingouvernable, d'un coup, cette figure en fait qui normalement est un peu défilée reprend en fait le dessus et regagne en fait sur le devant de la scène, car c'est à lui de en fait gérer cette crise. Et on l'a vu en fait à 4 reprises dans des conjonctures dramatiques en Italie depuis les années 90. Et à chaque fois, en fait, on a trouvé soit des solutions de compromis, soit clairement en fait la solution de ce qu'on appelle un gouvernement technique, à savoir véritablement une personnalité en fait au-dessus de la mêlée. Mais aujourd'hui, ce que aussi les Italiens comprennent, c'est qu'il y a une différence majeure entre M. Macron et M. Mattarella, à savoir M. Macron n'est pas du tout au-dessus de la mêlée. C'est un homme, en fait, quand même, malgré tout, qui, en fait, on l'a vu encore il y a quelques jours, il menait campagne. Donc, alors qu'effectivement, Sergio Mattarella, c'est une figure de consensus. Donc, c'est vrai que... Voilà pourquoi, en fait, M. Macron est, à mon sens, en mauvaise posture. Car, effectivement, il ne peut pas prétendre, finalement, d'être consensuel en tant que meneur de jeu pour les consensus. Alors, cette lettre d'Emmanuel Macron, elle a été publiée, Mathieu, juste avant qu'il ne s'envole vers Washington pour cet anniversaire, ce sommet de l'OTAN, 75e anniversaire de la création de l'OTAN. Oui, on se dit qu'il paraît loin le temps où Emmanuel Macron jouait les petits princes de la politique sur la scène internationale, parce que le monde découvrait un peu ébahi ce jeune président volontariste et bien décidé à dépoussiérer l'image de la France. Aujourd'hui, c'est un chef d'État très affaibli qui va rejoindre ses homologues, dont beaucoup n'ont pas bien compris le geste suicidaire de la dissolution. Il en va en fait ainsi sur la scène internationale. Plus vous êtes fort dans votre pays, plus vous êtes écouté, vous êtes respecté hors de vos frontières. Et à l'inverse, quand vous venez de vous prendre une raclée électorale, quand vos partenaires étrangers vous regardent comme un malade en sursis, votre influence peut en prendre un coup. Et Emmanuel Macron, qui avait fait de la parole performative sa marque de fabrique en France, mais aussi à l'étranger,
va se retrouver face à un auditoire forcément dubitatif, hein, tous ses homologues vont cesser de se demander désormais s'il a toujours les moyens de ses ambitions. Et pourtant, on l'a évoqué, ce ne sont pas les urgences qui manquent. Oui, à commencer par la question du soutien à l'Ukraine, bien sûr, dont Emmanuel Macron était devenu un fer de lance aujourd'hui. Mais ses promesses d'envoyer du matériel comme ses menaces d'envoyer des troupes au sol risquent désormais de se heurter au bon vouloir du prochain gouvernement, qui pourra très bien dire non. Pour Volodymyr Zelensky, qui redoute déjà de perdre un allié précieux à la présidentielle américaine en novembre, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Et puis Emmanuel Macron sera fragilisé aussi sur la scène européenne, à un moment où le moteur franco-allemand commence à s'enrayer, à un moment où la Hongrie de Viktor Orban occupe la présidence tournante de l'Union européenne. Ça n'augure rien de bon. Tiens, je précise juste à propos de Viktor Orban qu'il a avancé ses pions, lui, dès le lendemain des élections européennes, celle-là, en formant un groupe avec qui? Avec le Rassemblement national de Marine Le Pen, l'adversaire principal d'Emmanuel Macron. Le président de la République a quand même son mot à dire en matière de politique étrangère et de défense, on ne l'oublie pas. Oui, mais alors ce sont des domaines partagés avec le gouvernement, c'est toujours un peu subtil de comprendre qui fait quoi, plutôt que l'expression, vous savez, on disait c'est le domaine réservé du président, la politique étrangère. Non, c'est plutôt un domaine partagé. Alors dans la pratique, ça n'a pas empêché François Mitterrand, quand il y avait la cohabitation, ou Jacques Chirac, quand il y avait la cohabitation, de donner de la voix à l'international. Mais il faut reconnaître que c'était aussi une autre époque où la politique étrangère de la France faisait moins débat, où le débat public justement était moins polarisé, et puis peut-être où la géopolitique était moins complexe. Donc rien ne dit qu'il en sera de même pour Emmanuel Macron. Philippe Thorle, la star de ce sommet de l'OTAN, ce sera peut-être votre nouveau Premier ministre, Keir Starmer, qui a été lui, alors Mathieu en parlait, triomphalement élu. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit un changement radical de position des Britanniques suite à l'élection de la semaine dernière, à savoir que Rishi Sunak, qui était en fin de règne, pas populaire, 14 ans de parti conservateur, très bas dans les sondages, avec 20 points de moins que les travaillistes avant les élections. Maintenant, conservateur balayé. On a un parti travailliste qui a eu un raz-de-marée, et donc Keir Starmer est parti à Washington, triomphant en disant mais je suis vraiment le dirigeant qui a le plus d'autorité peut-être aujourd'hui parce que je viens d'être élu avec ce score absolument historique face à un Emmanuel Macron qui lui est à la peine. Mais je pense que ceci dit, il y a un vrai retournement de situation par rapport à la France et la Grande-Bretagne à l'OTAN. Mais ceci dit, que je pense que les dirigeants de l'OTAN sont tous carrément très soulagé que ce soit pas le Rassemblement national qui a pris le pouvoir en France. Et donc pour Emmanuel Macron, c'est une espèce de petit prix de consolation. Bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella avec une avenir complètement incertaine. Donc au moins, j'ai sauvé les meubles. Mais le problème, c'est que maintenant, que faire? Avec quel Premier ministre? Avec quelle politique pour l'Europe? Avec quelle politique pour le monde? Et là, il y a les questions qui se posent. Dernier point. Ce qui est un point qui est non négligeable, c'est que dès qu'il est arrivé à Washington, Keir Starmer, qui a mis fin à toutes les rumeurs d'un changement de politique vis-à-vis de l'Ukraine, est allé voir Volodymyr Zelensky pour dire ne vous inquiétez pas, la politique britannique vis-à-vis de l'Ukraine restera exactement pareille. Donc on vous soutiendra jusqu'au bout pour que vous ayez la victoire sur la Russie. Oui, notamment dans l'utilisation de missiles longue portée sur le territoire russe. C'était vraiment un point important pour Volodymyr Zelensky. Sur la voie de la France, Anna Navarro-Pedro. À l'OTAN. À l'OTAN. Et même en Europe, d'ailleurs, c'est intéressant. Peut-être que, d'ailleurs, ce sont deux dimensions un peu différentes. Est-ce qu'elle va forcément moins se faire entendre À l'OTAN, c'est sûr. Oui. Puisque, bon, c'est vrai ce que disait Philippe, il a sauvé les meubles, mais il n'avait pas besoin de sauver les meubles, il n'avait qu'à ne pas dissoudre pour ne pas se trouver dans cette situation, n'est-ce pas ? Non, je pense que sa position, il n'est pas le seul. Biden, enfin, il est en bonne compagnie. Biden, n'en parlons pas. Nous savons la situation de fragilité physique et mentale où il se trouve et dans quel état sa place l'Amérique. L'Allemagne, la coalition de Olaf Scholz, on ne sait pas si elle va passer l'été. C'est pas le seul. Après, il y a d'autres pays encore. Donc, il est en bonne compagnie. Il faut bien dire les choses. Par rapport à l'Union européenne,
c'est peut-être un peu différent parce que pour l'OTAN, il lui faudra toujours le contre-sein du Premier ministre. Là, pour l'instant, il a Gabriel Attal qui est en fonction, va essayer, d'après l'analyse portugaise qui disait, au Portugal, on disait que c'est Macron qui a gagné en fait ce premier round des législatives parce que comme il n'a aucune majorité qui peut se dégager sauf dans des coalitions un peu contre nature, qu'il va réussir à sortir son épingle du jeu probablement maintes fois. Parce que rien ne peut être fait, juste petite parenthèse, Mélenchon qui disait le soir, des dimanches soirs, mais on va voter par décret. Décret n'est pas la loi. L'application est limitée. Tout le programme du Nouveau Front Populaire ne peut pas s'appliquer par ordonnance, par décret, ça c'est sûr. Voilà. Et il faut une signature du chef d'État pour cela. S'il fait par ordonnance, il faut une loi d'habilitation du Parlement qu'il n'aura jamais parce qu'il n'y aura jamais une majorité pour cela au Parlement. Donc tout est assez coincé et dans ce cas-là, le président a une administration, des pouvoirs qui lui permettent peut-être de maintenir une situation de tension terrible, de clivage terrible, mais où il essayera de tirer les ficelles des marionnettes politique dans ce pays. Beaucoup de réactions évidemment internationales après le vote de dimanche. Le président américain Joe Biden qui voit dans la défaite, je le cite, de l'extrémisme un bon présage pour sa propre élection en novembre. On va regarder, la France a rejeté l'extrémisme, les démocrates, sous-entendu américains, le rejetteront aussi. Et puis on va écouter le chancelier allemand Olaf Scholz qui dit son soulagement. Tout le gouvernement fédéral est soulagé. Cela aurait été un grand défi si le président français avait dû accepter une cohabitation avec un parti populiste de droite, ce qui ne sera finalement pas le cas. Je me réjouis aussi pour l'amitié franco-allemande si importante et je me réjouis de la bonne relation personnelle que j'ai avec le président français. Le chancelier allemand qui se réjouit, Daniele Zappala, mais il y a quand même une inquiétude européenne sur l'état des finances françaises et qui pourrait, qui est déjà réelle et qui pourrait ressurgir ou s'aggraver si le nouveau Front Populaire appliquait son programme. Est-ce que, parce que vous disiez soulagement parce que le Rassemblement national n'est pas à Matignon, mais il y a quand même des questions sur le programme du nouveau Front Populaire en Europe? Oui, tout à fait. C'est une transition qui risque de devenir de plus en plus dangereuse avec effectivement cette dette publique écrasante qui a dépassé quand même le seuil de 110% du PIB. Et bien sûr, la France aujourd'hui reçoit énormément d'avertissements de la part en fait des agences de notation, de la part en fait des marchés, de la part aussi des milliers d'entrepreneurs, tout simplement. Car effectivement, Macron avait quand même réussi, ça en fait c'est assez consensuel, le pari de redorer un peu l'attractivité économique de la France, et cette attractivité vis-à-vis des investissements internationaux risque d'en prendre un coup, mais d'une manière brutale. Mais ça m'intéresse de m'appuyer sur ce qui s'est passé en Italie et sur justement comment l'Europe et peut-être aussi les marchés financiers peuvent infléchir le programme d'une équipe qui arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui est arrivé à Giorgia Meloni quand elle a pris le pouvoir en Italie? Disons que dans ces cas-là, un pays, et l'Italie l'a fait en fait à maintes reprises ces dernières années, a intérêt à nommer des personnalités qui est quand même du prestige international. Ce n'est pas pour rien que ce soit en fait dans la configuration des gouvernements techniques, que ce soit en fait tout simplement dans un gouvernement comme celui de Meloni, on essaye toujours, quand on est en mauvaise posture d'un point de vue en fait financier, de par exemple nommer, comme l'a fait l'Italie, en tant que chef de la diplomatie, l'ancien président du Parlement européen, ce qui, bien évidemment, d'un point de vue de la coalition au pouvoir en Italie, peut paraître en fait complètement quelque chose d'acrobatique. D'un côté, vous avez en fait la chef du gouvernement qui flirte un peu avec les populistes, et de l'autre côté, un chef de la diplomatie qui, lui, est en fait était une figure reconnue au niveau en fait de la construction européenne, qui prône même une armée européenne, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu une stratégie défensive, et je crois que la France devra malheureusement apprendre un peu une défense à la française. Vous savez, dans les échecs... Oui, ça oblige aussi à édulcorer un peu le programme. Enfin, l'Italie, elle était un peu dépendante des subventions européennes et ne pouvait pas faire n'importe quoi. Bien sûr. On peut aussi avoir ça en tête. Bien sûr. Anna, un peu le couteau sur la gorge, effectivement, c'est cela, parce qu'il y avait les menaces tout de suite de ne pas donner, transférer l'argent, enfin les fonds de l'Union européenne vers l'Italie. Il y a eu énormément de menaces qui ont été faites tout de suite. Elles ont été appliquées vis-à-vis d'Orban et de la Hongrie à un moment donné, mais
ce n'est pas les mêmes sommes, c'est pas. Et la France, contrairement à ce que dit Madame Le Pen, qui dit il faut diminuer, c'était une de ses propositions, diminuer la contribution française au budget de l'Union européenne parce qu'on est contributeur net. Ça veut dire qu'on donne plus d'argent qu'on ne reçoit. Mais si on étudie les documents je pense que c'est de la délégation française à l'Union européenne, on voit qu'en tout et pour tout, il n'y a pas que les contributions du budget et la distribution du budget de l'Union européenne. Il y a aussi tous les emprunts qu'a fait l'Union européenne et tout le reste. La France est la principale bénéficiaire de la PAC. La France va recevoir un beau paquet du programme Next Generation, 40 milliards, je crois. Tout cet argent peut être suspendu du jour au lendemain. La France, qui a besoin vital de trouver vite 300 milliards juste pour pouvoir tenir le reste de l'année, c'est-à-dire avec une dette de 3 000 milliards, c'est à peu près cela. C'est même un peu plus maintenant. C'est même un peu plus maintenant. Et donc, voilà, donc il y a ce couteau sur la gorge que l'Union européenne peut mettre. Les agences de notation, comme disait Daniel, qui vont redonner une note là, à l'automne. Et si elles baissent la note, croyez-moi, je sais de quoi on parle, parce que le Portugal a connu cela. Si les notes baissent, ça veut dire qu'on trouve moins de gens pour souscrire un emprunt français. Il faut augmenter les taux d'intérêt d'une façon incroyable pour pouvoir se rendre intéressant, et puis une maturité plus courte, etc. Et d'autres conditions qu'on peut demander. Donc il y a un diktat de la part des marchés, un diktat de la part de Bruxelles. Et effectivement, aucun pays qui est aujourd'hui dans l'Union européenne ne peut se dire totalement souverain et faire ce qu'il veut, surtout si on est en zone euro. Et on a l'impression que les programmes de la plupart des partis dans cette campagne législative très courte faisaient abstraction de cette situation. Mathieu, un mot rapide. Je trouve qu'il y a un affaissement quand même des libéraux et des centristes en Europe. On a à la fois une montée de la gauche, alors qu'il y a parfois une gauche revisitée. Enfin, il y a une victoire du Labour au Royaume-Uni. Il y a Olaf Scholz, c'est un social-démocrate. Pedro Sanchez en Espagne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a des sociodémocrates au Danemark, mais qui sont justement une gauche revisitée. Et puis, je dis notamment sur les mesures sur l'immigration. Et puis, il y a une montée des populistes forts avec l'Italie, avec Meloni, avec au Portugal, vous avez aussi une force politique, le Chega, qui monte. Aux Pays-Bas, c'est une coalition qui se met en place avec des populistes. En France, ils ont failli arriver au pouvoir. Je trouve qu'on a un écrasement général de tout ce qui représentait le centre et qui était historiquement les partis pro-européens qui faisaient avancer la machine. Alors justement, je vais vous redonner la parole aux uns et aux autres parce que ça ouvre, merci Mathieu, un chapitre consacré peut-être à l'extrême droite ou nationaux populistes européens. Jordan Bardella ne sera donc pas Premier ministre en France, en tout cas pas tout de suite, mais il prend la présidence d'un nouveau groupe qui s'appelle les Patriotes pour l'Europe. Alors pour la première réunion de ce nouveau groupe, il n'était pas là. Il s'est fait excuser. C'est l'eurodéputé RN Jean-Paul Garot qui s'est exprimé à sa place. Pour cette réunion, je dirais, historique, puisque, en effet, nous venons de créer un groupe ensemble, un groupe qui reflète donc ce mouvement souverainiste auquel nous sommes très attachés, qui regroupe donc 12 nationalités, ce groupe auquel, bien sûr, la France est particulièrement heureuse de participer. Je dois évidemment excuser l'absence de Jordan Bardella, qui a été élu président de ce groupe tout à l'heure. C'est un honneur, bien sûr, pour la délégation française, composée de 30 députés, délégation qui est donc la plus forte du Parlement européen. Et j'accueille de nouveau Steve Jourdain pour analyser cette situation. Rebonsoir Steve, rebonsoir. Le Rassemblement national qui fait donc désormais partie de la troisième force de ce Parlement européen. C'est donc officiel depuis lundi. Le RN rejoint le groupe de droite radicale Patriotes pour l'Europe, un tout nouveau groupe dont l'idée avait été lancée par Viktor Orban. Alors on rappelle peut-être qui est le Premier ministre hongrois. Il s'agit du plus ouvertement pro-Poutine de tous les dirigeants européens. Il était d'ailleurs en visite, on le voit, à Moscou la semaine dernière. Et s'il a souhaité créer une nouvelle formation, c'est qu'il veut peser sur la ligne de l'Union européenne. Sa ligne politique à lui, défense de la famille traditionnelle, moins d'immigration illégale et beaucoup moins, voire pas du tout de soutien militaire à l'Ukraine. On va écouter Viktor Orban annoncer la création de ce nouveau groupe. C'était fin juin, un jour avant que son pays ne prenne la présidence tournante de l'Union européenne. Écoutez Viktor Orban.
Une nouvelle ère commence ici. Et le premier moment, peut-être décisif de cette nouvelle ère, est la création d'un nouveau groupe qui changera la politique européenne. Alors, on rentre dans le détail. Qui va composer ce nouveau groupe et donc le présider? Nouveau président, vous l'avez dit, Jordan Bardella, c'est lui qui va devoir gérer les 84 députés du groupe des Patriotes. Sur ces 84, 30 sont des élus RN. C'est la première délégation en nombre du Parlement européen. Le parti de Marine Le Pen devance largement la formation de Viktor Orban, le Fidesz, qui ne compte que 11 eurodéputés. On trouve aussi plusieurs représentants d'autres nationalités, 12 nationalités au total. Il y a notamment les Néerlandais de Geert Wilders et son parti pour la liberté, les Espagnols de Vox ou encore la Ligue de Matteo Salvini qui rejoint le groupe avec 8 élus. Au total, cette alliance des extrêmes droites devient la 3e force au Parlement européen et compte bien imposer ses idées. Écoutez. Notre nouveau groupe s'efforcera de préserver les racines judéo-chrétiennes de l'Europe, de protéger au mieux les frontières extérieures de l'Europe, de dire fermement non à l'immigration clandestine et d'œuvrer en faveur d'une Europe forte et compétitive. 84 députés au total, donc pas suffisant pour faire vraiment bouger les lignes à l'intérieur de l'Union européenne. La coalition majoritaire, la voici, elle est constituée de la droite du PPE, 188 élus, les sociodémocrates 136 et Renew, le groupe libéral macroniste avec 76 élus, mais 84 députés, Thomas, ça devrait suffire pour imposer certains thèmes dans l'hémicycle. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Patriotes, donc les Patriotes de Jordan Bardella. Qui n'étaient pas là pour cette première conférence de presse. Merci beaucoup, Steve. Philippe Turle, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de double langage du Rassemblement national? C'est-à-dire en France, ils refusent le terme d'extrême droite. Mais enfin bon, voilà, il y a les faits. Si on prend l'hémicycle européen, ils sont totalement à l'extrême droite de cet hémicycle européen. Oui, je pense aussi, ça fait tout partie de la politique de Marine Le Pen de nettoyage de l'ex-Front National pour que ce soit une partie républicaine, démocratique comme toutes les autres partis. Mais si on regarde un peu la surface, personne n'est dupe. On voit les mêmes idées derrière, les mêmes extrêmes qui ont toujours existé. Peut-être un peu moins, mais c'est toujours présent. Et d'ailleurs, ça a été évident pendant la campagne. Il y avait beaucoup de candidats qui n'étaient pas au niveau, qui étaient pris soit pro-russes, soit sympathisants nazis ou autres. Donc, c'est pas étonnant que le Rassemblement national soit dans le même camp que les autres partis d'extrême droite. Mais le problème, pour moi, c'est que l'extrême droite en Europe ne s'entend pas entre eux d'une grande partie. Parce que Marine Le Pen et Giorgia Meloni ne s'entendent pas tellement bien. Parce qu'évidemment, il y a une bataille de... je ne sais pas comment on dit ça en français, une bataille de coqs, mais pas des vrais coqs, parce que c'est deux femmes entre elles pour savoir qui est le chef d'un mouvement européen. Donc, évidemment, Giorgia Meloni veut pas céder la place à Marine Le Pen et vice-versa. Donc, avec Nigel Farage de l'extrême droite britannique, bon, évidemment, on n'est pas dans l'Union européenne, mais lui, il est très critique de Marine Le Pen, parce que lui, il est beaucoup plus trumpiste, beaucoup plus ouvert que Marine Le Pen. Et donc, et avec AfD en Allemagne, évidemment, là aussi, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des failles dans cette union d'extrême droite en Europe. Ça va pas être aussi facile qu'on ne le croit, mais c'est vrai qu'en France, la grande question que tout le monde se pose, et là on a abordé rapidement, c'est que le Rassemblement national a été battu, donc tout le monde dit ok, ouf, formidable, en Grande-Bretagne aussi, on est très content que Marine Le Pen et son parti ne soient pas au pouvoir en France, mais une phrase en anglais qu'on dit souvent, c'est de donner un coup de pied à un objet pour l'envoyer dans l'herbe longue, à savoir, on va retrouver l'objet plus tard et on va avoir le même problème. Et donc, on ne le voit plus parce que l'herbe est haute, mais... Voilà. Et finalement, l'herbe va mourir et voilà l'objet. Oui. Donc, en 2027, on va être confronté à la même situation. Et si on regarde les sondages aujourd'hui pour Marine Le Pen, elle sera déjà en tête du premier tour d'une élection présidentielle. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose à 3 ans d'élection. Mais bref. Mais le problème est que qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on pour contrer ça? Et pour le moment, il n'y a pas de réponse. Moi, j'entends personne qui a une idée de comment se battre le Rassemblement national en 2027 ou comment on fait maintenant pour que ça ne revienne pas. On a réussi à éviter le pire, mais en fait, il faut faire quelque chose maintenant pour que ça ne revienne pas. Ça repose la question de la coalition souhaitée par Emmanuel Macron. Il faudrait mieux, je ne sais pas si elle réussira à voir le jour, mais il faudrait mieux qu'elle réussisse, Anna Navarro-Pedro. On ne sait pas avec quelle coalition. Il y en a tellement, on s'est amusé au Portugal, comme dans tous les pays, comme vous ici en France, vous amusez moins, à faire toutes les possibilités de... Oui,
vous avez des possibilités de coalition parlementaire pour certains textes. Mais une coalition qui va s'entendre sur un texte seul, sur un programme seul, ça paraît beaucoup plus compliqué. Donc, et puis, pour concernant le Rassemblement national dans 3 ans, la question actuellement, c'est ils ne sont pas professionnels dans l'organisation du parti. Souvenez-vous de quelque chose, en 2012, François Hollande est candidat, on lui donne très peu de chance à la présidentielle. Et une chose que certaines presses françaises avaient souligné à l'époque, c'est qu'il aura toutes les chances, parce que ça fait 1 an et demi qu'il parcourt tout le parti en province. Il connaît toutes les fédérations, toutes les petites cellules, tous les petits bureaux de quartier et de petites villes, etc. Et il connaît le parti, il tient le parti, il l'aura derrière lui. Le Rassemblement national ne fait pas cela. Il y a une sorte de paresse. À Paris, on fait une liste, apparemment, sur les gens qu'on peut avoir. C'est ce que l'entre-deux-tours a révélé. Et c'est ce qu'il a révélé. Et croyez-vous qu'ils seront capables de changer cela ? Ah, il y a 3 ans quand même, ça permettra quand même de faire un peu le ménage. Ils ont eu chaud, je pense que c'est déjà en cours de route, ils ont admis qu'il y avait des problèmes. Bien sûr, les brebis galeuses, pour reprendre l'expression qui a été notamment donnée par Jordan Bardella. Je reviens aux enjeux européens. Daniel Zappala, sur ce groupe-là, formé avec le Rassemblement national, Viktor Orban, un certain nombre de forces d'extrême droite. Est-ce que ça fragilise Giorgia Meloni ou énormément. C'est un moment en fait de vérité énorme pour Giorgia Meloni, qui espérait en fait être un peu au milieu, une sorte de passerelle entre les PPE. N'oublions pas qu'il quand même elle a un dialogue constant avec les PPE et bien sûr Orban, on va dire l'international populiste. Aujourd'hui, elle risque en fait d'être réduite à néant, tout en étant en fait d'un point de vue de la stabilité, peut-être en fait la chef du gouvernement aujourd'hui un peu la plus stable. Donc c'est tous les grands paradoxes. Du coup, ces dernières heures, on voit en Italie énormément de voix qui en fait lui demandent de clarifier sa situation, de sortir de l'ambiguïté, en gros de choisir son camp, car effectivement aujourd'hui à la tête en fait du groupe des conservateurs, elle risque de ne peser strictement rien. Donc pourquoi en fait beaucoup en fait lui disent ne pas revenir finalement au bercail d'une certaine manière et donc frapper à la porte du PPE. Et bien évidemment dans sa coalition il y a une composante très importante, les héritiers de Berlusconi qui sont déjà dans les PPE. Et bien, car d'un point de vue en fait de la, on va dire, de l'image de l'Italie, choisir en revanche le camp Orban serait tout simplement catastrophique. Donc voilà, et c'est là en fait... Donc elle peut être un peu isolée parce que le PPE pouvait avoir besoin d'elle, mais finalement la coalition avec les sociodémocrates et Renew fait qu'ils n'ont pas besoin des voix des eurodéputés de Giorgia Meloni aujourd'hui. Donc elle va être un peu au milieu du guet. Elle est au milieu du guet et en fait certains lui disent même parmi ses amis. Aujourd'hui, tout cela peut se transformer en une fenêtre d'opportunité. Il ne faut pas tarder, car il y a effectivement cette vague un peu progressiste, la gauche quand même, qui reprend du poil de la bête. Et du coup, c'est vrai que Meloni pourrait en fait être en fait très étonnante pour ceux qui, effectivement, jusqu'à présent, l'auraient présenté un peu comme, on va dire, la chantre, d'une certaine manière, du populisme européen. Elle a un ADN politique très complexe, mais surtout, ne l'oublions pas, elle a en fait l'obligation de faire l'intérêt de l'Italie. Et donc aujourd'hui, l'Italie, qui était restée en fait un peu à l'écart par rapport au moteur franco-allemand, ressent en fait cette possibilité de revenir au centre du jeu politique. Autre réaction, celle du Premier ministre polonais Donald Tusk, qui sur Twitter déclare ceci: à Paris, l'enthousiasme, à Moscou, la déception, à Kiev, le soulagement. De quoi être heureux à Varsovie? Il dit ceci juste après les résultats du second tour de nos élections européennes. Philippe Turle, je reviens à ce groupe-là des Patriotes pour l'Europe, dans lequel le Rassemblement national a décidé de siéger. C'est quand même pas anodin, c'est certainement le groupe le plus pro-Poutine du Parlement européen. Oui, j'allais en venir, parce que l'autre dilemme pour Giorgia Meloni, c'est son soutien pour l'Ukraine. Donc ça aussi, elle ne peut pas faire demi-tour, parce qu'évidemment, entre elle et Viktor Orban, la pilule ne passe pas. Donc ça, c'est une souci supplémentaire, non pas seulement pour Giorgia Meloni, mais aussi pour les Ukrainiens, parce qu'ils ne savent pas, avec ce groupe de patriotes,
pour l'Europe si ça ne va pas avoir un effet néfaste, négatif sur le soutien de l'Europe pour l'Ukraine et pour la guerre en Ukraine et pour le soutien à Vladimir Poutine. Donc je pense que là en France, on n'a pas pour le moment beaucoup de clarité sur la position vraiment du Rassemblement national vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie. On a beaucoup de soupçons des sympathies de Marine Le Pen pour Vladimir Poutine. Elle a essayé de mettre tout cela sous le tapis pour le moment, disant non, on soutient l'Ukraine, mais je pense qu'il y a beaucoup de doutes sur l'effet long terme. Si jamais le Rassemblement national était élu en France ou s'il avait été élu dimanche dernier sur la politique française vis-à-vis de l'Ukraine, et évidemment un clash avec Emmanuel Macron là-dessus. Donc pour le moment, encore une fois, c'est partie remise, peut-être. On n'espère pas, mais c'est vrai que ça soulève beaucoup de doutes vu la penchant de ce groupe en faveur de la Russie et contre l'Ukraine. Un dernier mot, peut-être Nana Varopeiro, sur comment les partis politiques portugais regardent ce qui s'est passé en France là. Est-ce qu'il y a, par exemple, le nouveau Front populaire qui espère prendre le pouvoir? Est-ce qu'il y a des partis de gauche qui se disent, tiens, on peut s'en inspirer? Nous avons un mode de scrutin à la proportionnelle, donc c'est différent. Mais vous savez, actuellement, il y a un groupe, le Parlement actuellement est divisé en 3 groupes, 2 qui sont pratiquement de taille égale, à 2 députés près, la droite gouverne, et puis il y a 50 députés sur 220 qui sont de l'extrême droite. De Chega, qui est dans le groupe des Patriotes maintenant aussi à Bruxelles. Et donc, ils peuvent être des faiseurs de roi. Et nous regardons avec beaucoup d'attention, parce que c'est le même problème qu'il va y avoir ici en France, le budget. Effectivement, et ça, ce sera le rendez-vous de la fin du mois de septembre. Merci à tous et à très bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain, 18h et 22h pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale, ce sera Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de l'Europe, qui est également vice-président du MoDem. Belle soirée.